nous avons des auteurs comme Machiavel, qui ne peut pas être accusé de soutenir le camp des uns ou des autres au XXe siècle, puisqu'il vivait bien avant cela, qui explique que celui qui tire son épée le premier n'est pas forcément le fauteur de guerre, n'est pas forcément celui qui déclenche le conflit, parce qu'il y a pu y avoir des tas d'éléments précédents qui l'obligent à un certain moment à sortir son épée de son fourreau. Et en fait, quand on change de date de la guerre, c'est ça. Alors, je vais prendre deux exemples récents. Est-ce que la guerre entre l'OTAN, via l'Ukraine, ou l'Ukraine, comme vous voulez, et la Russie, est-ce qu'elle a commencé en 22 ? Bon, ça, c'est la date officielle. Hein. Ça commence avec l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Mais on peut aussi dire que ça a commencé en 2014, avec des attaques de l'Ukraine sur les régions qui veulent s'isoler de l'Ukraine, qui veulent être autonomes. Et à ce moment-là, le conflit est tout à fait différent. Le moment en 2022 de l'attaque devient un moment de défense. Alors, j'ai relevé quelques excès de ce genre où on explique, mais dans de la presse mainstream française, hein, dans des grands journaux français, que Poutine est très malade. On dit ça depuis 15 ans. Hein. Il est très malade et pour se soigner, il a besoin de sang frais et il a besoin du sang des reines et des choses comme ça, des choses absolument folles, enfin. Et ça construit un personnage qui est un personnage, évidemment, hors du commun. Et par contre, quand chez nous, il y a un personnage, et je pense au président Wilson, le président Wilson, qui était donc président des États-Unis au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, qui a été l'artisan, disons, des accords qui suivent la Première Guerre mondiale, eh bien, on a des textes extrêmement durs sur sa santé mentale, mais ils n'ont pu paraître que 50 ans plus tard, parce qu'il était impossible de dire, ben oui, on a été aussi mené par un fou. Il faut dire que les accords qui suivent la Première Guerre mondiale sont des accords désastreux, puisqu'ils ont déjà en germe la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils veulent écraser l'Allemagne, la déshonorer, et que ça va faire le lit du nazisme. On emballe dans ces beaux principes, le droit, la liberté, etc., des choses qui sont extrêmement matérielles. Et par exemple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est ce qu'on a dit contre les empires. Donc, les Estoniens ont le droit d'être Estoniens contre la Russie de 1918. Tiens, oui. Et est-ce que le Donetsk a le droit d'être autonome? Ah non, parce que ça déforcerait un de nos alliés qui est l'Ukraine. Et donc, le Donbass ne peut pas profiter de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Seulement, on a cette liberté que si on renforce notre camp en déforçant le camp ennemi. Alors, comme on parle du conflit en Ukraine, on dit souvent que la Russie fait de la propagande. Quelle est la propagande de la Russie dans le cadre du conflit, selon vous? Alors, bien sûr, la Russie fait de la propagande. J'en connais peu, parce qu'on m'empêche de la suivre. Il paraît que c'est pour mon bien. On me préserve de cette propagande-là, pour n'avoir que la nôtre. Alors, évidemment, un des thèmes de la propagande russe, c'est de lutter contre les nazis ukrainiens. Alors, pour la Russie, il faut rappeler que, même si aujourd'hui on l'oublie, c'est le pays qui a le plus souffert
de la Seconde Guerre mondiale, et c'est resté très près, très proche de la population que ces souffrances infligées par le nazisme à la Russie. Et donc, le fait que Zelensky ait réouvert comment je dirais, des personnages et réhabilité des personnages qui étaient des personnages ouvertement nazis. Stepan Bandera. Et, par exemple, Bandera, des personnages collaborateurs du nazisme. Eh bien, évidemment, du côté russe, c'est un argument extrêmement fort pour dire à la population, nous, on se bat contre les nouveaux nazis. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, mais évidemment, c'est un argument qui est utilisé très largement dans la propagande russe. Alors, il y a eu quand même beaucoup de voix pour la paix dans le cadre de la guerre d'Irak en 2003, et il semble qu'il y en a peu ou moins, en tout cas, dans le cadre de celle en Ukraine. Ça a été beaucoup souligné oui. Par certains. Comment vous l'expliquez? Alors, les manifestations contre la guerre en Irak ont eu une extension absolument incroyable. Les manifestations de Londres, manifestations de Rome, etc. Ce qu'il y a, c'est que leurs gouvernements ont maintenu leur ligne et ont continué à soutenir la guerre. Donc ça a beaucoup démoralisé toute une génération, je dirais, qui s'était impliquée là-dedans, puisque ça ne sert à rien. On a beau être 70% contre la guerre, eh bien, la guerre se fera quand même. C'est comme ça que vous expliquez. Moi, je l'explique comme ça. Maintenant, quand vous parlez avec les gens, moi j'ai participé à des manifestations récentes, quand vous dites aux gens des choses simples et compréhensibles, et notamment lorsque vous leur demandez s'ils préfèrent payer plus cher leur électricité ou bien que cet argent soit employé à soutenir les guerres, ben là, ils ont des matières à réflexion. Mais en général, je dirais que l'opinion publique est assez découragée par rapport à l'impact que ces immenses manifestations ont eu. Et notamment en Italie, je suis assez bien, étant d'origine italienne, ces situations. Il y a un mouvement de la paix qui est important dans la population, mais très démoralisé. Et récemment, dans son interview avec Tucker Carlson, Poutine a dit, quand on lui posait la question sur la propagande, que l'Occident était le maître de la propagande et que c'était une perte d'argent et de temps de vouloir lutter contre la propagande occidentale parce qu'elle était de toute façon la plus efficiente. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il a raison. C'est-à-dire que les techniques de propagande, notamment aux États-Unis, datent d'il y a 100 ans, ont été affinées, sont l'objet de recherches sans arrêt, et donc elles sont excellentes. Alors, moi, si j'étais Poutine, j'essaierais de rivaliser peut-être, mais lui, son idée, c'est de dire c'est tellement époustouflant que c'est difficile de rivaliser. Mais je pense effectivement, quand on parlait de Hill et Newton, par exemple, mais Hill, c'est quelqu'un qui, il y a 100 ans, a fait de la propagande pour fumer, hein, pour persuader les gens, et notamment les femmes, de fumer, parce qu'il était payé par les producteurs de cigarettes. Donc, il y a là une vieille tradition, je dirais, américaine ou occidentale, qui n'a pas son pareil. Je pense que les autres auraient à s'informer, à se cultiver à partir de ces techniques occidentales. Oui, je parlais d'Edward Bernays, mais typiquement, ça a été un
un des pionniers des techniques de propagande, quoi. Oui, et Bernays aussi, qui a persuadé les Américains de manger du lard au petit déjeuner, ce qu'ils n'avaient jamais fait, et des tas d'autres choses saisissantes. Enfin, il y a des affiches de cette époque-là. La cigarette machin truc, c'est la cigarette que votre médecin préfère. Bon, aujourd'hui, ça nous semble meurtrier, mais c'est une très longue expérience.